Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La Dame de Montsoreau, tome 2. Par Alexandre Dumas, Auguste Maquet. Chapitre 1er 1. Comment frère Gorenflot se réveilla, et de l'accueil qui lui fut fait à son couvent. Nous avons laissé notre ami Chicot en extase devant le sommeil non interrompu, et devant le ronflement splendide de frère Gorenflot. Il fit signe à l'aubergiste de se retirer et d'emporter la lumière, après lui avoir recommandé sur toute chose de ne pas dire un mot au digne frère de la sortie qu'il avait faite à 10 heures du soir, et de la rentrée qu'il venait de faire à 3 heures du matin. Comme maître Bonhomet avait remarqué une chose, c'est que dans les relations qui existaient entre le fou et le moine, c'était toujours le fou qui payait. Il tenait le fou en grande considération, tandis qu'il n'avait au contraire qu'une vénération fort médiocre pour le moine. Il promit en conséquence à Chicot de n'ouvrir en aucun cas la bouche sur les événements de la nuit, et se retira, laissant les deux amis dans l'obscurité, ainsi que la chose venait de lui être recommandée. Bientôt Chicot s'aperçut d'une chose qui excita son admiration, c'est que frère Gorenflot ronflait et parlait en même temps. Ce qui indiquait non pas, comme on pourrait le croire, une conscience bourrelée de remords, mais un estomac surchargé de nourriture. Les paroles que prononçait Gorenflot dans son sommeil formaient recousues les unes aux autres, un affreux mélange d'éloquence sacrée et de maximes bachiques. Cependant Chicot s'aperçut que s'il restait dans une obscurité complète, il aurait grand-peine à accomplir la restitution qui lui restait à faire pour que Gorenflot, à son réveil, ne se doutât de rien. En effet, il pouvait, dans les ténèbres, marcher imprudemment sur quelques-uns des 4 membres du moine, dont il ignorait les différentes directions, et par la douleur, le tirer de sa léthargie. Chicot souffla donc sur les charbons du brasier, pour éclairer un peu la scène. Au bruit de ce souffle, Gorenflot cessa de ronfler et murmura. « Mes frères, voici un vent féroce, c'est le souffle du Seigneur, c'est son haleine qui m'inspire. » Et il se remit à ronfler. Chicot attendit un instant que le sommeil eût bien repris toute son influence, et commença de démailloter le moine. « Brou, fit Gorenflot. Quel froid! Cela empêchera le raisin de mûrir. » Chicot s'arrêta au milieu de son opération, qu'il reprit un instant après. « Vous connaissez mon zèle, mes frères, continua le moine, tout pour l'Église et pour monseigneur le duc de Guise. Canaille, dit Chicot. Voilà mon opinion, reprit Gorenflot, mais il est certain. Qu'est-ce qui est certain? Demanda Chicot, en soulevant le moine pour lui passer sa robe. Il est certain que l'homme est plus fort que le vin. Frère Gorenflot a combattu contre le vin, comme Jacob contre l'ange, et frère Gorenflot a dompté le vin. Chicot haussa les épaules. Ce mouvement intempestif fit ouvrir un œil au moine, et au-dessus de lui, il vit le sourire de Chicot, qui semblait livide et sinistré à cette douteuse lueur. « Ah, pas de fantôme, voyons, pas de farfadet, » dit le moine, comme s'il se plaignait à quelque démon familier, oublieux des conventions qu'il avait faites avec lui. « Il est ivre-mort, » dit Chicot en achevant de rouler Gorenflot dans sa robe, et en ramenant son capuchon sur sa tête. « À la bonne heure, » grommela le moine, « le sacristain a fermé la porte du chœur, et le vent ne vient plus. »« Réveille-toi maintenant si tu veux, » dit Chicot, « cela m'est bien égal. »« Le Seigneur a entendu ma prière, » murmura le moine, et l'aquilon qu'il avait envoyé pour geler les vignes s'est changé en 12 zéphyrs. « Amen, » dit Chicot. Et se faisant un oreiller des serviettes et un drap de la nappe, après avoir le plus vraisemblablement possible disposé les bouteilles vides et les assiettes salies, il s'endormit côte à côte avec son compagnon. Le grand jour qui lui donnait sur les yeux, et la voix aigre de l'hôte grondant ses marmitons, qui retentissaient dans la cuisine, réussirent à percer l'épaisse vapeur qui assoupissait les idées de Gorenflot. Il se souleva, et parvint, à l'aide de ses 2 mains,
à s'établir sur la partie que la nature prévoyante a donnée à l'homme, pour être son principal centre de gravité. Cet effort accompli, non sans difficulté. Gorenflot se mit à considérer le pêle-mêle significatif de la vaisselle, puis Chico, qui disposait, grâce à la circonflexion gracieuse de l'un de ses bras, de manière à tout voir, ne perdait pas un seul mouvement du moine. Chico faisait semblant de ronfler, et cela avec un naturel qui faisait honneur à ce fameux talent d'imitation dont nous avons déjà parlé. Grand jour, s'écria le moine, Corbleu, grand jour, il paraît que j'ai passé la nuit ici. Puis, rassemblant ses idées. Et l'abbaye, dit-il, oh. Il se mit à resserrer le cordon de sa robe, soin que Chico n'avait pas cru devoir prendre. C'est égal, dit-il. J'ai fait un étrange rêve. Il me semblait être mort et enveloppé dans un linceul taché de sang. Gorenflot ne se trompait pas tout à fait. Il avait pris, en se réveillant à moitié, la nappe qui l'enveloppait pour un linceul, et les taches de vin pour des gouttes de sang. Heureusement que c'était un rêve, dit Gorenflot, en regardant de nouveau autour de lui. Dans cet examen, ses yeux s'arrêtèrent sur Chico, qui, sentant que le moine le regardait, ronfla de double force. « Que c'est beau, hein ? Un ivrogne, dit Gorenflot contemplant Chico avec admiration. « Est-il heureux, ajouta-t-il, de dormir ainsi ? Ah ! C'est qu'il n'est pas dans ma position, lui. » Et il poussa un soupir qui monta à l'unisson du ronflement de Chico, de sorte que le soupir eût probablement réveillé le Gascon, si le Gascon eût dormi véritablement. Si je le réveillais pour lui demander avis, il est homme de bon conseil. Chico tripla la dose, et le ronflement, qui avait atteint le diapason de l'orgue, passa à l'imitation du tonnerre. Non, reprit Gorenflot, cela lui donnerait trop d'avantages sur moi. Je trouverais bien un bon mensonge sans lui. Mais quel que soit ce mensonge, continua le moine, j'aurais bien de la peine à éviter le cachot. Ce n'est pas encore précisément le cachot, c'est le pain et l'eau qui en sont la conséquence. Si j'avais du moins quelque argent pour séduire le frère geôlier, Ce qu'entendant Chico, il tira subtilement de sa poche une bourse assez ronde, qu'il cacha sous son ventre. Ce n'était pas une précaution inutile. Plus contrit que jamais, Gorenflot s'approcha de son ami, et murmura ces paroles mélancoliques. S'il était éveillé, il ne me refuserait pas un écu, mais son sommeil m'est sacré, et je vais le prendre. À ces mots, frère Gorenflot, qui, après être demeuré un certain temps assis, venait de s'agenouiller, se pencha à son tour vers Chico, et fouilla délicatement dans la poche du dormeur. Chico ne jugea point à propos, malgré l'exemple donné par son compagnon, de faire appel à son démon familier, et le laissa fouiller à son aise dans l'une et l'autre poche de son pourpoint. « C'est singulier, dit le moine, rien dans les poches. Ah, dans le chapeau peut-être. » Tandis que le moine se mettait en quête, Chico vidait sa bourse dans sa main, et la remettait vide et plate dans la poche de son haut-de-chausse. « Rien dans le chapeau, dit le moine, cela m'étonne. Mon ami Chico, qui est un fou plein de raison, ne sort cependant jamais sans argent. Ah, vieux Gaulois, ajouta-t-il avec un sourire qui fendait sa bouche jusqu'aux oreilles, j'oubliais tes brais. Et glissant sa main dans les chausses de Chico, il en retira la bourse vide. Jésus, murmura-t-il, et l'écho qui le payera? Cette pensée produisit sur le moine une profonde impression, car il se mit aussitôt sur ses jambes, et d'un pas encore un peu aviné, mais cependant rapide, il se dirigea vers la porte, traversa la cuisine sans lier conversation avec l'hôte, malgré les avances que celui-ci lui faisait, et s'enfuit. Alors Chico remit son argent dans sa bourse dans sa poche, et s'accoudant contre la fenêtre, que mordait déjà un rayon de soleil, il oublia Gorenflot dans une méditation profonde. Cependant le frère quêteur, sa besace sur l'épaule, poursuivait son chemin avec une mine composée, qui pouvait paraître aux passants du recueillement, et qui n'était que de la préoccupation,
car Gorenflot cherchait un de ces magnifiques mensonges de moine en goguette, ou de soldat attardé, mensonge dont le fond est toujours le même, tandis que la trame se brode capricieusement selon l'imagination du menteur. Du plus loin que frère Gorenflot aperçut les portes du couvent, elles lui parurent plus sombres encore que de coutume, et il tira de fâcheux indices de la présence de plusieurs moines conversant sur le seuil, et regardant tour à tour avec inquiétude vers les 4 points cardinaux. Mais à peine eut-il débouché de la rue Saint-Jacques, qu'un grand mouvement opéré par les frères au moment même où ils l'aperçurent, lui donna une des plus horribles frayeurs qu'il eût éprouvées de sa vie. « C'est de moi qu'ils parlent, dit-il, ils me désignent, ils m'attendent, on m'a cherché cette nuit, mon absence a fait scandale, je suis perdu. » Et la tête lui tourna, une folle idée de fuir lui vint à l'esprit, mais plusieurs religieux venaient déjà à sa rencontre, on le poursuivrait indubitablement. Frère Gorenflot se rendait justice, il n'était pas taillé pour la course, il serait rejoint, garrotté, traîné au couvent, il préféra la résignation. Il s'avança donc, l'oreille basse, vers ses compagnons, qui semblaient hésiter à venir lui parler. « Hélas, dit Gorenflot, ils font semblant de ne plus me connaître, je suis une pierre d'achoppement. » Enfin l'un d'eux se hasarda, et allant à Gorenflot. « Pauvre cher frère, dit-il. » Gorenflot poussa un soupir, et leva les yeux au ciel. « Vous savez que le prieur vous attend, dit un autre. »« Ah mon Dieu !»« Oh ! Mon Dieu, oui !» ajouta un troisième. « Il a dit qu'aussitôt rentré au couvent, on vous conduisit près de lui. »« Voilà ce que je craignais, dit Gorenflot. » Et plus mort que vif, il entra dans le couvent, dont la porte se referma sur lui. « Ah ! C'est vous » s'écria le frère portier. « Venez vite, vite, le révérend prieur Joseph Foulon vous demande. » Et le frère portier, prenant Gorenflot par la main, le conduisit ou plutôt le traîna jusque dans la chambre du prieur. Là aussi, les portes se refermèrent. Gorenflot baissa les yeux, craignant de rencontrer le regard courroucé de l'abbé, il se sentait seul, abandonné de tout le monde, en tête-tête avec un supérieur qui devait être irrité, et irrité justement. « Ah ! C'est vous enfin, dit l'abbé. »« Mon révérend, balbutia le moine. »« Que d'inquiétude vous nous avez donné, dit le prieur. »« C'est trop de bonté, mon père, reprit Gorenflot, qui ne comprenait rien à ce ton indulgent, auquel il ne s'attendait pas. Vous avez craint de rentrer après la scène de cette nuit, n'est-ce pas? J'avoue que je n'ai point osé rentrer, dit le moine, dont le front distillait une sueur glacée. Ah, cher frère, dit l'abbé, c'est bien jeune et bien imprudent ce que vous avez fait là. Laissez-moi vous expliquer, mon père. Et qu'avez-vous besoin de m'expliquer? Votre sortie. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, dit Gorenflot, tant mieux, car j'étais embarrassé de le faire. Je le comprends à merveille. Un moment d'exaltation, l'enthousiasme vous a entraîné. L'exaltation est une vertu sainte, l'enthousiasme est un sentiment sacré, mais les vertus outrées deviennent presque vices. Les sentiments les plus honorables, exagérés, sont répréhensibles. Pardon, mon père, dit Gorenflot, mais si vous comprenez, je ne comprends pas bien, moi. De quelle sortie parlez-vous? De celle que vous avez faite cette nuit. Hors du couvent? Demanda timidement le moine. Non pas, dans le couvent. J'ai fait une sortie dans le couvent, moi? Oui, vous. Gorenflot se gratta le bout du nez. Il commençait à comprendre qu'il jouait aux propos interrompus. Je suis aussi bon catholique que vous, mais cependant votre audace m'a épouvanté. Mon audace, dit Gorenflot, j'ai donc été bien audacieux? Plus qu'audacieux, mon fils, vous avez été téméraire. Hélas, il faut pardonner aux écarts d'un tempérament encore mal assoupli, je me corrigerai, mon père. Oui, mais en attendant, je ne puis m'empêcher de craindre pour vous et pour nous les conséquences de cet éclat. Si la chose s'était passée entre nous,
ce ne serait rien. Comment, dit Gorenflot, la chose est sue dans le monde? Sans doute, vous saviez bien qu'il y avait là plus de 100 laïcs, qui n'ont pas perdu un mot de votre discours. De mon discours? Fit Gorenflot, de plus en plus étonné. J'avoue qu'il était beau, j'avoue que les applaudissements ont dû vous enivrer, que l'assentiment unanime a pu vous monter la tête. Mais que cela en arrive au point de proposer une procession dans les rues de Paris, au point d'offrir de revêtir une cuirasse et de faire appel aux bons catholiques, le casque en tête et la pertuisane sur l'épaule, vous en conviendrez, c'est trop fort. Gorenflot regardait le prieur avec des yeux qui passaient par toutes les expressions de l'étonnement. Maintenant, continua le prieur, il y a un moyen de tout concilier. Cette sève religieuse qui bout dans votre cœur généreux, vous ferait tort à Paris, où il y a tant d'yeux méchants qui vous épient. Je désire que vous alliez la dépenser. Où cela, mon père? Demanda Gorenflot, convaincu qu'il allait faire un tour de cachot. En province. Un exil? S'écria Gorenflot. En restant ici, il pourrait vous arriver bien pis, très cher frère. Et que peut-il donc m'arriver? Un procès criminel, qui amènerait, selon toute probabilité, la prison éternelle, sinon la mort. Gorenflot pâlit affreusement, il ne pouvait comprendre comment il avait encouru la prison perpétuelle, et même la peine de mort, pour s'être grisé dans un cabaret, et avoir passé une nuit hors de son couvent. Tandis qu'en vous soumettant à cet exil momentané, mon très cher frère, non seulement vous échappez au danger, mais encore vous plantez le drapeau de la foi en province. Ce que vous avez fait et dit cette nuit, dangereux et même impossible sous les yeux du roi et de ses mignons maudits, devient en province plus facile à exécuter. Partez donc au plus vite, frère Gorenflot. Peut-être même est-il déjà trop tard, et les archers ont-ils reçu l'ordre de vous arrêter. Ouais, mon révérend père, que dites-vous là? Balbutia le moine en roulant des yeux épouvantés, car à mesure que le prieur, dont il avait d'abord admiré la mansuétude, parlait, il s'étonnait des proportions que prenait un péché, à tout prendre. Très véniel. Les archers, dites-vous, et qu'ai-je affaire aux archers, moi? Vous n'avez point affaire à eux, mais ils pourraient bien avoir affaire à vous. Mais on m'a donc dénoncé? Dit frère Gorenflot. Je le parierais. Partez donc, partez. Partir, mon révérend, dit Gorenflot atterré. C'est bien aisé à dire, mais comment vivrai-je quand je serai parti? Et rien de plus facile. Vous êtes le frère quêteur du couvent, voilà vos moyens d'existence. De votre quête, vous avez nourri les autres jusqu'à présent. De votre quête, vous vous nourrirez. Et puis, soyez tranquille, mon Dieu. Le système que vous avez développé vous fera assez de partisans en province pour que j'aie la certitude que vous ne manquerez de rien. Mais allez pour Dieu, allez, et surtout ne revenez pas que l'on ne vous prévienne. Et le prieur, après avoir tendrement embrassé frère Gorenflot, le poussa doucement, mais avec une persistance qui fut couronnée de succès, à la porte de sa cellule. Là, toute la communauté était réunie, attendant frère Gorenflot. À peine parut-il, que chacun s'élança vers lui, et que chacun voulut lui toucher les mains, le cou, les habits. Il y en avait, dont la vénération allait jusqu'à baiser le bas de sa robe. « Adieu, disait l'un en le pressant sur son cœur, adieu, vous êtes un saint homme, ne m'oubliez point dans vos prières. » Bah, se dit Gorenflot, un saint homme, moi? Tiens. Adieu, dit un autre en lui serrant la main, brave champion de la foi, adieu. Godefroy de Bouillon était bien peu de choses auprès de vous. Adieu, martyr, lui dit un troisième en baisant le bout de son cordon, l'aveuglement habite encore parmi nous, mais l'heure de la lumière arrivera. Et Gorenflot se trouva ainsi, de bras en bras, de baiser en baiser, et d'épithète en épithète, porté jusqu'à la porte de la rue, qui se referma derrière lui, dès qu'il l'eut franchie.
Gorenflot regarda cette porte avec une expression que rien ne saurait rendre, et finit par sortir de Paris à reculons, comme si l'ange exterminateur lui eût montré la pointe de son épée flamboyante. Le seul mot qui lui échappa en arrivant à la porte fut celui-ci. Le diable m'emporte, ils sont tous fous ou s'ils ne le sont pas, miséricorde mon Dieu. C'est moi qui le suis. Fin du chapitre. Chapitre 2. Comment frère Gorenflot demeura convaincu qu'il était somnambule, et déplora amèrement cette infirmité. Jusqu'au jour néfaste où nous sommes arrivés, jour où tombait sur le pauvre moine cette persécution inattendue, frère Gorenflot avait mené la vie contemplative, c'est-à-dire que, sortant de bon matin quand il voulait prendre le frais, tard quand il recherchait le soleil, confiant en Dieu, et dans la cuisine de l'abbaye, il n'avait jamais pensé à se procurer que les extras fort mondains, et assez rares au reste, de la corne d'abondance. Ces extras étaient soumis aux caprices des fidèles, et ne pouvaient se prélever que sur les aumônes en argent, auxquelles frère Gorenflot faisait faire en passant rue Saint-Jacques, une halte. Après cette halte, ces aumônes rentraient au couvent, diminuées de la somme que frère Gorenflot avait laissée en route. Il y avait bien encore Chicot, son ami, lequel aimait les bons repas et les bons convives. Mais Chicot était très fantasque dans sa vie. Le moine le voyait parfois 3 ou 4 jours de suite, puis il était 15 jours, 1 mois, 6 semaines sans reparaître, soit qu'il restât enfermé avec le roi, soit qu'il l'accompagnât dans quelque pèlerinage, soit enfin qu'il exécutât pour son propre compte un voyage d'affaires ou de fantaisie. Gorenflot était donc un de ces moines pour qui, comme pour certains soldats enfants de troupe, le monde commençait au supérieur de la maison, c'est-à-dire au colonel du couvent, et finissait à la marmite vide. Aussi ce soldat de l'Église, cet enfant de froc, si l'on nous permet de lui appliquer l'expression pittoresque que nous employions tout à l'heure à l'égard des défenseurs de la patrie, ne s'était-il jamais figuré qu'un jour il lui fallut laborieusement se mettre en route et chercher les aventures. Encore s'il eût eu de l'argent, mais la réponse du prieur à sa demande avait été simple et sans ornement apostolique, comme un fragment de Saint Luc. Cherche, et tu trouveras. Gorenflot, en songeant qu'il allait être obligé de chercher au loin, se sentait là avant de commencer. Cependant le principal était de se soustraire d'abord au danger qui le menaçait, danger inconnu, mais pressant, d'après ce qui avait paru ressortir du moins des paroles du prieur. Le pauvre moine n'était pas de ceux qui peuvent déguiser leur physique et échapper aux investigations par quelque habile métamorphose. Il résolut donc de gagner au large d'abord, et dans cette résolution, franchit d'un pas assez rapide la porte bordelle, dépassa prudemment, et en se faisant le plus mince possible, la guérite des veilleurs de nuit et le poste des Suisses, dans la crainte que ces archers, dont l'abbé de Sainte-Geneviève lui avait fait fête, ne fussent des réalités trop saisissantes. Mais une fois en plein air, une fois en rase campagne, lorsqu'il fut à 500 pas de la porte de la ville, lorsqu'il vit sur le revers du fossé, disposé en manière de fauteuil, cette première herbe du printemps qui s'efforce de percer la terre déjà verdoyante, lorsqu'il vit le soleil joyeux à l'horizon, la solitude à droite et à gauche, la ville murmurante derrière lui, il s'assit sur le talus de la route, emboîta son double menton dans sa large et grasse main, se gratta de l'index le bout carré d'un nez de dogue, et commença une rêverie, accompagnée de gémissements. Sauf la cithare qui lui manquait, frère Gorenflot ne ressemblait pas mal à l'un de ces Hébreux qui, suspendant leur harpe au saule, fournissaient, au temps de la désolation de Jérusalem, le texte du fameux verset « Super flumina Babylonis » et le sujet d'une myriade de tableaux mélancoliques. Gorenflot gémissait d'autant plus que 9 heures approchaient, heure à laquelle on dînait au couvent, car les moines, en arrière de la civilisation, comme il convient à des gens détachés du monde, suivaient encore, en l'an de grâce 1578, les pratiques du bon roi Charles V, lequel dînait à 8 heures du matin, après sa messe. Autant vaudrait compter les grains de sable soulevés par le vent au bord de la mer pendant un jour de tempête,
que d'énumérer les idées contradictoires qui vinrent, l'une après l'autre, éclore dans le cerveau de Gorenflot à jeun. La première idée, celle dont il eut le plus de peine à se débarrasser, nous devons le dire, fut de rentrer dans Paris, d'aller droit au couvent, de déclarer à l'abbé que bien décidément il préférait le cachot à l'exil, de consentir même, s'il le fallait, à subir la discipline, le fouet, le double fouet et l'in-pace, pourvu que l'on jurât sur l'honneur de s'occuper de ses repas, qu'il consentirait même à réduire à 5 par jour. À cette idée, si tenace, qu'elle laboura pendant plus d'un grand quart d'heure le cerveau du pauvre moine, en succéda une autre un peu plus raisonnable. C'était d'aller droit à la corne d'abondance, d'y mander Chicot, si toutefois il ne le retrouvait pas endormi encore, de lui exposer la situation déplorable dans laquelle il se trouvait à la suite de ses suggestions bachiques, suggestions auxquelles lui, Gorenflot, avait eu la faiblesse de céder, et d'obtenir de ce généreux ami une pension alimentaire. Ce plan arrêta Gorenflot un autre quart d'heure, car c'était un esprit judicieux, et l'idée n'était pas sans mérite. C'était enfin, autre idée qui ne manquait pas d'une certaine audace, de tourner autour des murs de la capitale, de rentrer par la porte Saint-Germain ou par la tour de Nesle, et de continuer clandestinement ses quêtes dans Paris. Il connaissait les bons endroits, les coins fertiles, les petites rues où certaines commères, élevant de succulentes volailles, avaient toujours quelques chapons morts de gras fondus à jeter dans le sac du quêteur. Il voyait, dans le miroir reconnaissant de ses souvenirs, certaines maisons à perron où l'été se fabriquaient des conserves de tout genre, et cela dans le but principal, du moins frère Gorenflot aimait à se l'imaginer ainsi, de jeter au sac du frère quêteur, en échange de sa fraternelle bénédiction, tantôt un quartier de gelée de coin séchée, tantôt une douzaine de noix confites, et tantôt une boîte de pommes tapées, dont l'odeur seule eût fait boire un moribond. Car, il faut le dire, les idées de frère Gorenflot étaient surtout tournées vers les plaisirs de la table et les douceurs du repos, de sorte qu'il pensait parfois, non sans une certaine inquiétude, à ces deux avocats du diable qui, au jour du jugement dernier, plaideraient contre lui, et qu'on appelait la paresse et la gourmandise. Mais en attendant, nous devons le dire, le digne moine suivait, non sans remords peut-être, mais enfin suivait la pente fleurie qui mène à l'abîme au fond duquel hurlent incessamment, comme Charybde et Scylla, ces deux péchés mortels. Aussi ce dernier plan lui souriait-il. Aussi ce genre de vie lui paraissait-il celui auquel il était naturellement destiné. Mais pour accomplir ce plan, pour suivre ce genre de vie, il fallait rester dans Paris, et risquer de rencontrer à chaque pas les archers, les sergents, les autorités ecclésiastiques, troupeau dangereux pour un moine vagabond. Et puis, un autre inconvénient se présentait, le trésorier du couvent de Sainte-Geneviève était un administrateur trop soigneux pour laisser Paris sans frère quêteur. Gorenflot courait donc le risque de se trouver face à face avec un collègue, qui aurait sur lui cette incontestable supériorité d'être dans l'exercice légitime de ses fonctions. Cette idée fit frémir Gorenflot, et certes il y avait bien de quoi. Il en était là de ses monologues et de ses appréhensions, quand il vit poindre au loin sous la porte-bordel, un cavalier, qui bientôt ébranla la voûte sous le galop de sa monture. Cet homme mit pied à terre près d'une maison située à 100 pas à peu près de l'endroit où était assis Gorenflot. Il frappa, on lui ouvrit, et cheval et cavalier disparurent dans la maison. Gorenflot remarqua cette circonstance, parce qu'il avait envié le bonheur de ce cavalier qui avait un cheval, et qui par conséquent pouvait le vendre. Mais au bout d'un instant, le cavalier, Gorenflot le reconnut à son manteau. Le cavalier, disons-nous, sortit de la maison, et comme il y avait un massif d'arbres à quelque distance, et devant le massif un gros tas de pierres, il alla se blottir entre les arbres, et ce bastion d'une nouvelle espèce. « Voilà bien certainement quelques guet-apens qui se préparent, » murmura Gorenflot. « Si j'étais moins suspect aux archers, j'irais les prévenir, ou si j'étais plus brave, je m'y opposerais. » À ce moment,
L'homme qui se tenait en embuscade et dont les yeux ne quittaient la porte de la ville que pour inspecter les environs avec une certaine inquiétude, aperçut, dans un des regards rapides qu'il jetait à droite et à gauche, Goren Flo, toujours assis et tenant toujours son manteau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.